Bonjour et bienvenue sur notre plateau de Medica Secure. Je m'appelle Olga et aujourd'hui notre invité c'est un chercheur de l'université d'Alicante, c'est Félix Leroy. Et on va parler de son travail, de son parcours et comment il est devenu chercheur. Bonjour Félix, bonjour, c'est Olga. un plaisir de te voir. Voilà, donc toi tu es principal investigateur à l'université de neurosciences d'Alicante en Espagne et il est également IMBO, Young Investigator et Fellow honoraire à l'université d'Édimbourg. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais de la neuroscience fondamentale. On utilise le modèle de souris, en fait, pour étudier les circuits neuronaux qui contrôlent les interactions sociales. Donc, on cherche à comprendre comment, en gros, le cerveau des souris contrôle la façon dont elles interagissent l'une avec l'autre. Oui. Donc, ton travail se concentre sur la compréhension des mécanismes cérébraux et régule nos comportements sociaux fondamentaux. En fait, sur ton CV, là, c'était plus précisément que tu étudies comment certaines régions supérieures du cerveau, comme hippocampe et cortex préfrontal, communiquent avec hypothalamus. Est-ce que tu peux dire pour le public qui n'est pas du monde médical, c'est la terminologie des hippocampes, hypothalamus et comment en fait leur rôle dans la fonction de souris? D'accord. Alors, donc en fait, toutes les régions du cerveau ont un nom aussi, donc c'est des noms qui souvent viennent du latin, qui peuvent être un peu compliqués comme ça quand on les connaît pas, mais bon, c'est qu'une terminologie. En gros, alors déjà, ce qui est important, c'est que toutes ces régions-là, elles existent dans le cerveau de la souris et dans le cerveau de l'être humain aussi. On travaille chez la souris parce qu'il y a vraiment une très bonne correspondance en termes de régions. Il n'y a pas le même nombre de neurones, le cerveau humain a 1000 fois plus de neurones que le cerveau de la souris, mais les régions restent les mêmes et les fonctions associées à ces régions aussi restent les mêmes. Et donc, les fonctions qui sont associées à une région telle que l'hippocampe, par exemple, c'est la formation, la consolidation et le rappel de souvenirs épisodiques. Par exemple, le souvenir que je forme de ce podcast-là, j'ai besoin de mon hippocampe pour former un tel souvenir aussi. Après, le cortex préfrontal qui est situé juste là, comme son nom l'indique, c'est ce qui a plus à voir avec la prise de décision aussi. Donc souvent, c'est des décisions qui sont prises en fonction des mémoires, des souvenirs en fait qu'on a aussi, par exemple. Donc, dans le contexte d'interaction sociale, c'est s'il y a eu une rencontre précédente entre les deux souris, elles vont s'en rappeler et en fonction de si la rencontre était bonne ou pas, ça va influencer aussi la prochaine, l'outcome, on va dire, le résultat de la rencontre suivante. L'hypothalamus, c'est une région qui contient plein de noyaux différents. Alors c'est la région peut-être la plus ancienne, en fait ancestrale de notre cerveau, c'est ce qu'on appelle des fois le cerveau primaire aussi, et c'est une région qui contrôle vraiment plus des choses, des fonctions de base telles que manger, boire, aussi interagir socialement. Mais toutes ces régions-là, l'hypothalamus, en fait, elles ont besoin d'être sous contrôle de nos décisions, donc du cortex préfrontal, et ces décisions-là sont aussi contrôlées par nos souvenirs, donc de l'hippocampe. Donc en gros, il y a une espèce de schéma hiérarchique du cerveau où les régions corticales, vraiment qui sont apparues les plus récemment en fait dans l'évolution, sont des régions qui se sont rajoutées par-dessus des régions plus anciennes telles que l'hypothalamus, et donc qui les contrôlent en fait et qui rajoutent un degré de complexité. Ok. Alors, si tu dis que hippocampe, donc son fonction c'est la mémoire, c'est la même fonction qui existe dans le cérèbre humain, c'est ça? Exactement. Oui. Et alors, après, tu compares un peu les comportements sociaux de la souris vers l'humain. Alors oui, en fait, l'idée, c'est qu'en comprenant quels sont les circuits neuronaux qui contrôlent les interactions sociales sur la souris, ça sera les mêmes circuits auront une fonction semblable chez l'humain. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse de base en fait qui justifie vraiment qu'on travaille avec la souris. Bien sûr, faut quand même un petit peu le vérifier. Mais par exemple, pendant mon postdoc,
J'ai beaucoup travaillé sur une petite région de l'hippocampe qui s'appelle la zone CA2 de l'hippocampe. Et cette région-là, chez la souris, elle est nécessaire pour se rappeler d'avoir rencontré d'autres souris. Donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire sociale. On a des évidences maintenant aussi, on a des preuves en fait qui montrent que chez l'humain, il y a aussi une zone CA2 dans l'hippocampe de l'humain et qui sert aussi notamment à se rappeler d'interactions sociales aussi, quoi. Donc oui, il y a une bonne correspondance. Alors des fois, la forme des régions a changé, les choses sont compressées. Chez l'humain, ce qu'on appelle le néocortex est devenu beaucoup plus grand, donc ça a un peu compressé les choses et ça bouge un petit peu, mais on peut attribuer vraiment une bonne corrélation entre la fonction entre la souris et l'humain. Et beaucoup des études que je fais maintenant, en fait, montrent comment par exemple, tel circuit sert à telle interaction sociale chez la souris. Par exemple, ça sert pour l'agression. Mais après, ce que je fais, c'est que on a des modèles de souris de maladies psychiatriques qui ont des problèmes d'interaction sociale. Donc, on a des souris autistiques, des souris schizophrènes. Et en étudiant la dérégulation des circuits chez ces souris-là, ça donne des pistes en fait pour les compagnies pharmaceutiques et les médecins pour développer des médicaments. Donc il y a vraiment ça, ce qui s'appelle l'aspect translationnel en fait de notre recherche, et c'est pour ça que c'est important d'utiliser des souris, parce qu'on peut rendre entre guillemets un peu une souris autistique, et on peut parler de ça plus après si ça t'intéresse, mais si on a des modèles vraiment plus simples, on pourrait pas en fait, si ça ne fonctionnerait pas. Donc la souris c'est un bon compromis en fait comme modèle. En fait, on avait regardé un peu les statistiques avant de préparer ce podcast et on avait vu que 40% des scientifiques ils travaillent dans la partie publique et 60% dans la partie privée. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait de la recherche publique et privée déjà, parce que c'est pas le même fonctionnement, c'est pas forcément non plus les mêmes buts. Moi, je peux surtout parler de la recherche publique parce que c'est ce que je connais beaucoup plus. Donc, j'ai fait une thèse dans une université, j'ai fait un postdoc après à une université aussi à New York, et maintenant je travaille en Espagne pour l'équivalent du CNRS aussi, pour le public français. En Espagne, ça s'appelle le CSIC, et mon centre est dans une université locale aussi. Donc, je suis vraiment très orienté sur la recherche publique. Alors, on a tendance à dire que la recherche publique, ça fait des choses, c'est plus fondamental. Il n'y a pas forcément de nécessité qu'il y ait un intérêt commercial en fait immédiat. Ça, c'est plus ou moins vrai aussi. Même moi, ce que je fais par exemple maintenant, je mélange souvent des études vraiment purement fondamentales en me demandant tel groupe de neurones, qu'est-ce qu'il fait en gros chez la souris. Je mélange ça à on étudie telle souris qui a un modèle de maladie pour essayer d'avoir des pistes pour trouver des médicaments. Même dans le public, pour faire notre science, il faut qu'on obtienne des financements sur projet. Donc il faut qu'on demande de l'argent pour faire des projets. Si on a une composante médicale, translationnelle, on va dire, c'est beaucoup plus facile c'est plus facile de justifier de demander de l'argent. Après, le problème, c'est que du coup, dans le public, on passe beaucoup de temps à demander d'argent aussi. En vrai, je pense qu'un bon tiers de mon activité, au moins un tiers de mon temps, je le passe à demander de l'argent. Dans le privé, les choses fonctionnent différemment parce que là, l'argent, il nous vient directement d'au-dessus. Alors, c'est pas nous forcément qui décidons ce qu'on fait vraiment comme recherche. Ça, c'est une liberté que j'ai la chance d'avoir dans la recherche publique. Dans le privé, j'aurai probablement des gens au-dessus de moi qui vont me dire il faut que tu étudies telle et telle chose parce que c'est ce qu'on veut faire un médicament sur ça. Et après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me donner 1 million, 2 millions pour le faire. J'ai pas besoin de passer du temps à chercher cet argent-là. Donc les deux ont des avantages, des inconvénients aussi. Souvent, ça arrive maintenant de plus en plus que les chercheurs passent de l'un à l'autre. La formation, de toute façon, se fait toujours dans le public. Tout le monde doit faire une thèse, au moins jusqu'à la thèse, souvent même un postdoc aussi dans le public. Et après, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut rester dans le milieu académique, éventuellement enseigner? Moi, j'enseigne pas parce que j'ai la chance de faire... moi, je fais que de la recherche, mais il y a des gens qui aiment enseigner et faire de la recherche, donc pour eux, le public est vraiment mieux. Et après, il y a aussi des gens qui, eux, préfèrent vraiment aller dans l'aspect privé, où au final, c'est un petit peu caricatural la conception que dans le privé, on fait pas ce qu'on a envie et que du jour au lendemain, quelqu'un va nous dire qu'on arrête tout ce qu'on fait depuis des années et on passe à autre chose. Ça fonctionne pas vraiment comme ça. En réalité, les choses quand même se passent sur le long terme. Il y a beaucoup de
les gens ont quand même pas mal les mains libres pour faire des choses. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis notamment qui sont allés dans le privé et qui sont très contents. Donc voilà, ma conclusion, c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. Et je pense que maintenant, de plus en plus, en fait, on encourage les étudiants à faire des stages dans le privé, même pendant la thèse, en fait, parce que en vrai, 10% seulement des gens qui font des thèses deviennent professeurs d'université. Donc, ces 90%, ils vont majoritairement dans le privé. Donc, c'est bien que dès la thèse, ils aient un petit peu un pied ils voient comment ça se passe dans les compagnies pharmaceutiques ou autres biotech pour que ça reste pas, pour que ça soit du concret, que ça soit pas quelque chose de fantasmé où au bout de plusieurs années après la thèse où les gens essaient de rester dans la recherche publique, ils se disent un peu la mort dans l'âme, je vais passer dans le privé sans savoir en fait ce que c'est. Et donc maintenant, on encourage, il y a pas mal de bourses de thèse où on te propose de passer quelques mois aussi dans une compagnie privée pour apprendre aussi cette autre partie de la recherche aussi. Oui, c'est intéressant que tu as mentionné les étudiants. En fait, comme notre podcast, c'est vraiment d'inspirer les étudiants d'aller dans la profession des monde médical, pas nécessairement en biologie, aussi bien de devenir médecin. Mais c'est intéressant de savoir comment en fait t'es venu en tête l'idée d'aller vers la biologie et pas dans d'autres sections, par exemple. Et si tu te rappelles un souvenir de jeunesse ou même de l'enfance qui au final t'as pensé ah oui ça je peux faire. Alors, moi, à la base, je voulais être égyptologue. Quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup l'Égypte, j'aimais beaucoup Indiana Jones et je voulais être égyptologue aussi. C'était un peu mon rêve. Je pense que c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui d'être égyptologue, mais j'aimais beaucoup l'histoire et tout ça. Et quand j'étais en seconde, donc à 15 ans, la première année du lycée, j'avais un professeur de biologie que j'adorais, et c'est lui vraiment qui m'a donné cette envie, cet attrait pour la biologie. Et je pense que mes parents étaient contents, un petit peu poussé à changer mon centre d'intérêt de égyptologue à biologiste. Ça reste dans la recherche aussi, mais c'est appliqué à autre chose. Et donc, en fait, depuis que j'ai 15 ans, je savais que je voulais être chercheur en biologie. C'est ce que je voulais faire. Et au cours de mes études, quand je suis rentré en 3e année d'études, j'ai dû choisir un petit peu une spécialisation. Au bout d'un moment, j'étais en biologie générale, enfin en classe préparatoire, mais vraiment en biologie. Et quand j'ai dû me spécialiser dans la biologie, je me suis dit qu'en fait le cerveau c'était quelque chose de super intéressant qu'on comprend pas, parce que c'est un des seuls organes dont on ne comprend pas vraiment la fonction. C'est-à-dire qu'on sait comment le cœur bat pour pomper le sang, on sait comment le pancréas produit les substances qu'il doit produire. Tout ça on comprend bien. Par contre, si la fonction principale du cerveau c'est de penser, on ne sait pas comment est-ce que le cerveau pense en fait. Et du coup, cette complexité et cet inconnu, en fait, c'est vraiment ce qui m'a attiré. Et du coup, maintenant, je suis devenu chercheur en neurosciences. Voilà. Mais alors, par exemple, quelqu'un qui veut devenir biologiste, quel parcours il doit faire académiquement? Qu'est-ce qu'il doit étudier? D'accord. Alors, en France, on parle pour oui. le français. Alors, en France, il faut faire un bac scientifique aussi. Alors maintenant, ça a changé, mais il faut faire un bac avec des matières scientifiques, dont la biologie. Ne pas négliger aussi la chimie et les mathématiques, qui sont très importantes aussi. Moi, au début, en fait, plus que biologie, j'étais biochimiste aussi. Donc ça demande de vraiment comprendre toutes les molécules en fait du vivant, comment est-ce qu'elles se forment, comment est-ce qu'elles s'assemblent, les sucres, la chimie des sucres, tous les aminoacides, qui forment les protéines, tous les acides nucléiques qui forment l'ADN, toutes ces choses-là aussi. Dans mes premières années, donc j'étais en classe préparatoire biologie. Et donc ce qu'on commence, mais à l'université c'est la même chose, on commence par apprendre ce qu'on appelle les briques du vivant, les différents types de molécules qui composent une cellule, des lipides pour les membranes, des protéines à l'intérieur de la cellule et du sucre pour que tout ça fonctionne en gros. Et moi j'ai adoré cette formation-là parce que c'est vraiment une formation où on part de la base et on construit en fait les choses comme un Lego. On assemble des cellules comme un Lego, puis les cellules elles s'assemblent, elles forment des organes, des circuits, enfin des choses comme ça, et on peut vraiment monter comme ça en complexité. Et maintenant dans mes études, même si maintenant je travaille sur des choses
vraiment d'assez haut niveau de comportement, d'activité neuronale, je suis capable de redescendre jusqu'à un niveau de base de ces molécules-là, pour comprendre le mécanisme de comment ça fonctionne vraiment aussi. Et donc du coup, pour revenir au sujet des études, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac S. Après, j'ai fait une prépa BCPST. Donc c'est une prépa pour les écoles de biologie, écoles d'agronomie et pour faire des écoles de vétérinaire aussi. C'est 2 ans de formation qui sont intenses et durs, mais moi j'ai adoré parce que j'ai appris énormément de choses et j'ai été vraiment poussé et stimulé en fait pendant ces 2 années-là. Et après ces 2 années-là, j'ai passé les concours de classe préparatoire et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une des 3 écoles normales supérieures en France, dans une des sections de biologie aussi, où là on avait des très bons professeurs et des choses comme ça. On avait vraiment accès à un enseignement vraiment de qualité. Pendant que j'étais à l'école normale, je suis aussi allé à la fac. J'avais pas mal de cours dans différentes facs autour de Paris pour des spécialisations, par exemple en neurosciences, des choses comme ça. L'avantage, c'est que je pouvais choisir un petit peu dans quelle fac j'allais et quel parcours je suivais aussi. C'était vraiment quelque chose à la carte. Et voilà, donc j'ai fait mon master, après ma thèse à l'université aussi, tout ça après. Et donc, si on veut vraiment, en fait, pour devenir chercheur en biologie, là, il faut aller à la fac et il faut très bien étudier en biologie et on monte comme ça. D'abord, c'est biologie générale, je pense, pendant la licence. Après, le master, on peut se spécialiser en immunologie ou en neurosciences ou en différentes sous-matières, on va dire, un petit peu de la biologie. Et après, faire une thèse. Et après la thèse, continuer en postdoc et chercher un poste de professeur. Donc ça, c'est mon parcours. Pour les neurosciences spécifiquement maintenant, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les neurosciences qui n'ont pas une formation de biologiste, mais plutôt une formation de physicien, par exemple aussi. Donc physicien parce que maintenant, quand on parle du cerveau, on parle de regarder l'activité de milliers de neurones en même temps. Et du coup, ça demande, pour le traitement des données, ça demande d'utiliser des modèles, des choses comme ça, qui sont des choses pour lesquelles, en fait, c'est mieux d'être physicien et de pouvoir gérer des larges quantités de données, faire des statistiques aussi à haut niveau et toutes ces choses-là. Donc il y a des gens qui font le même travail que moi, mais qui n'ont pas du tout fait, qui n'ont jamais appris la biologie de base, par exemple à l'école aussi. Je trouve que il leur manque un peu quelque chose parce que pour eux, ils voient un neurone comme une unité fondamentale du cerveau qui émet des potentiels d'action et qui a une certaine activité. Ils comprennent pas forcément autant la subtilité de cette machinerie cellulaire très compliquée. Mais par contre, eux, ils sont capables aussi de comprendre beaucoup plus vite des concepts très généraux. Par exemple, quand on parle aussi maintenant beaucoup de la porosité entre l'intelligence artificielle et les neurosciences, en fait tout ça c'est parce que c'est des gens, que ça soit du côté de l'intelligence artificielle ou du côté des neurosciences, en fait c'est des physiciens qui emploient des modèles mathématiques complexes pour générer des modèles d'intelligence artificielle ou alors pour étudier le cerveau, même avec l'aide de l'intelligence artificielle maintenant aussi. Donc en termes de compétences, c'est pour ça qu'il y a une bonne porosité entre les deux, parce qu'en fait c'est des gens qui ont la même formation et donc ils arrivent très bien à se comprendre, voire même des fois c'est des gens qui faisaient l'un qui sont passés à l'autre ou vice versa. Donc voilà, on peut aussi même faire de la psychologie aussi, et ça peut aussi mener à la neuroscience parce que beaucoup de choses qu'on fait qui sont du comportement. Alors, psychologue sera peut-être plus comportement chez l'humain, ce qu'on appelle la psychologie expérimentale, mais même aussi nous chez la souris, des fois on se pose des questions qui sont vraiment du domaine de l'ordre de la psychologie. Qu'est-ce que ça fait à la souris de choisir d'interagir avec une souris stressée plutôt qu'une souris non stressée, des choses de qu'est-ce que c'est que les comportements prosociaux, ce genre de choses-là, voire même des fois ça tire un petit peu vers la philosophie quand on doit définir en fait des nouveaux concepts. En fait pour ça on a besoin de philosophes en fait vraiment, et il y a des laboratoires de neurosciences qui combinent en fait des gens qui ont ces différentes expertises-là, et en général c'est très bénéfique pour eux aussi, quoi. Et par exemple, si on compare le prix des études, les études en France, elles sont gratuites par rapport aux États-Unis, par exemple, parce que maintenant, beaucoup d'étudiants, ils rêvent d'aller aux États-Unis et d'étudier là-bas parce qu'ils ont, on va dire, plus un budget de volume qu'en Europe.
Par contre, il y a aussi des parents qui veulent pas payer pour les études. Qui peuvent pas. Qui peuvent pas ou peuvent pas, oui, de payer pour les études. Alors, dans quel environnement plutôt de type de famille t'as grandi? Est-ce qu'il y avait des chercheurs ou bien est-ce que tes parents ils ont dit oui, il faut faire du business, je sais pas, ou ils étaient pour ou contre? Alors mes deux parents sont professeurs aussi, ma mère en collège et mon père à l'école primaire. Donc clairement, ça m'a beaucoup aidé en fait. Toutes les études le montrent, hein, qu'avoir des parents qui sont professeurs, c'est la meilleure façon de réussir à l'école en fait. Mieux encore que même avoir des parents qui ont beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Parce que les parents professeurs, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants pour leur donner le goût d'apprendre. Et je pense que mes parents, ils ont réussi ça très bien. Ils m'ont appris à aimer à lire et ces choses-là. Ce qui fait qu'à partir de 10 ans, je me rappelle pas qu'ils aient vraiment ils m'aidaient pas, ils avaient plus besoin de m'aider ou de surveiller vraiment ce que je faisais parce que ils m'avaient donné le plus important, en fait, l'envie. Ils m'avaient appris à aimer, à apprendre, en fait. Donc ça m'a aidé pour le reste de mes études. Entre les États-Unis et la France, c'est compliqué parce que les modèles d'éducation sont pas du tout de la même pareille. Moi, j'ai beaucoup aimé le modèle français, parce que déjà, c'est gratuit pour tout le monde, ce qui ouvre des chances à tous aussi, et c'est un modèle qui est beaucoup plus égalitaire de fait. Quand on regarde dans les écoles normales, par exemple, il y a une proportion énorme de gens qui viennent du milieu dont les parents sont professeurs. En fait, je pense que c'est la première catégorie de gens parce que leurs enfants réussissent toujours très très bien à l'école. Mais il y a aussi des gens moi j'étais à l'école normale, il y avait aussi des gens dont les parents étaient du milieu ouvrier ou ces choses-là aussi. Donc le brassage social fonctionne quand même dans une certaine mesure encore en France. Mais c'est vrai qu'en France, on a une façon d'enseigner qui est pas forcément idéale pour tout le monde, dans le sens où elle est souvent basée sur il faut apprendre les choses. Le professeur est là pour donner la connaissance et l'élève est très passif et juste assis là à écrire. Moi, ça me convient, ça aussi, parce que je peux juste rester assis à écouter ce que quelqu'un a dit et à écrire pendant plusieurs heures et j'arrive très bien à l'enregistrer. Il y a des élèves qui ont besoin de plus participer, en fait, vraiment au cours. À la fac ou dans les prépas, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, pour des questions de temps, en gros, c'est juste quelqu'un qui est là et qui vous fait rentrer un peu de force. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment un bon professeur de prépa, c'est quelqu'un qui arrive à faire rentrer le plus d'informations dans la tête de ses élèves le plus rapidement possible aussi, quoi. Parce qu'il y a énormément de choses à voir et il y a un temps qui est limité aussi. Aux États-Unis, alors je connais un petit peu parce que j'ai quand même passé 7 ans en postdoc là-bas. J'ai beaucoup d'amis du coup qui ont été à la fac aux États-Unis. Aux États-Unis, quand je parle de l'université aux États-Unis, quand les gens vont à l'université aux États-Unis pour les études qui s'appellent le undergrad, c'est plus, en gros, ils vont apprendre à apprendre. Dans le sens où on s'attend pas à ce que les gens vont sortir du undergrad en sachant faire un métier. Comme c'est un peu plus le cas des fois quand même quand les gens sortent de l'université aussi. Aux États-Unis, en fait, ce que les entreprises demandent surtout, c'est que les élèves sortent de la fac en ayant une capacité d'apprentissage qui a été augmentée. Et du coup, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est qu'ils travaillent énormément sur ça, sur ta capacité d'apprentissage, ta capacité à apprendre un sujet sur un temps très court et être capable de le présenter et de le rapporter aussi. Donc c'est pas du tout la même approche. Et c'est payant. C'est pas le même coût aussi. Oui, voilà, c'est payant. Enfin, je sais que les coûts, par exemple, l'université de Columbia où j'ai fait mon postdoc, c'était, quand j'y étais, c'était 50 000 par an. Ça sera au moins plus maintenant, 60 000 par an. Donc en gros, c'est quand même un budget qui est énorme, pas à la portée de tous aussi. Et donc c'est peut-être 50 000 par an pendant 4 ans, ou plus, mais après, quand on est en master aussi, ça devient 100 000 par an aussi. Donc c'est vraiment des sommes phénoménales. Et ce qui explique qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas suivre aussi, même s'il y a des bourses pour les aider. Du coup, les élèves, enfin les enfants s'endettent en contractant des bourses qui vont passer presque le reste de leur vie à rembourser. Ou au moins, ils vont devoir toujours avoir... Par exemple, il y a pas énormément d'Américains qui vont dans la science parce que la science ne paye pas assez aux États-Unis.
Pourtant, un salaire de professeur aux États-Unis, c'est 100, 120 000 dollars à l'année. Mais en fait, si tu dois rembourser un prêt, si tu as déjà contracté 600 000 dollars de dette sur tes études, tu as besoin d'un métier qui paye très bien. Et du coup, il y a pas énormément d'Américains qui restent dans la science publique. Il y a beaucoup d'étrangers, par contre, qui restent. Et pareil, on voit ça aussi en médecine. Les médecines, c'est les études qui coûtent les plus chères, en fait, aux États-Unis. Il y a les spécialités qui attirent les gens, c'est des spécialités où tu vas faire de l'argent. Pas forcément par intérêt des gens, mais parce que par nécessité, en fait, un petit peu. Du coup, le système américain, il est très... Moi, je pense que j'aurais adoré vraiment apprendre, profiter de la vie de campus américaine aussi. C'est quelque chose qui est très agréable. Et il y a des gens enfin, il faut étudier quand même aussi. C'est pas juste, on n'est pas là pour s'amuser, en fait, pendant 4 ans. Il y a aussi beaucoup de travail, mais c'est pas une façon de travailler qui est vraiment la même qu'en France. Après, pour des histoires de taille et de moyens aussi, oui, quand c'est si cher que ça les études, forcément, on peut avoir des plus petits groupes, on peut avoir un suivi plus personnalisé. Un des désavantages peut-être du système français de la fac, c'est qu'en gros, on est quand même relativement seul, et que quand on passe d'une classe de 30 élèves en terminale à des amphis de 200 personnes, ça peut être difficile pour beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de travailler tout seul et de s'orienter dans ce genre de choses-là aussi. Donc voilà, c'est un peu ma réponse. Il y a du bon et du mauvais dans les deux systèmes, et je pense pas qu'il y ait un système qui convienne à tous, forcément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans le système français qui était gratuit, et après, je suis allé aux États-Unis quand j'ai commencé à être payé. Donc déjà, c'était beaucoup mieux aussi. Oui, c'était un peu plus facile, on va dire. Mais je pense que si j'avais eu la chance d'aller dans une grande université américaine, parce que mes parents auraient pu me le payer aussi, j'aurais pas forcément dit non aussi, quoi. Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. Imaginons que cet étudiant il a terminé les études. Comment tu peux décrire les journées type dans le laboratoire, par exemple? Alors, ça dépend un peu. Donc, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire, parce que c'est vrai que maintenant, moi, je suis chef de laboratoire. Oui. Mais avant d'être chef, on travaille dans le laboratoire aussi. Donc, j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans des laboratoires à partir de mon master. En fait, pendant le master, j'ai fait 4 stages. J'ai fait un stage en mon M1. Après, j'ai fait une année de coupure où j'ai fait 2 stages de 6 mois, où j'avais la chance d'être payé par l'école normale aussi. Donc, j'ai pu me permettre de faire ça et de choisir où je voulais aller. Et après, j'ai fait un autre stage pendant mon M2. Donc, sur ces 4 stages, j'en ai fait 2 à l'étranger, 2 à Paris. Et sur les 2 à Paris, en fait, ça m'a permis de choisir dans quel labo je voulais aller pour faire ma thèse aussi. Parce que c'est très important de connaître un peu le labo avant de s'engager pour une thèse qui va durer 3 voire 4 ans. Et donc, au début, quand j'ai commencé à passer du temps dans les labos pendant le master, en fait, on est les petites mains, un petit peu à tout faire, et on fait des expériences tous les jours. Je crois que j'ai fait un stage à Madrid pendant 5 mois. J'avais pas de chaise à moi, par exemple, pendant 5 mois. J'avais pas besoin de chaise parce que de toute façon, j'étais debout en train de faire ce qui s'appelle des Western blot, où on fait des gels, où on fait migrer les protéines. Ça permet d'observer des choses aussi. C'est une technique qui est très utilisée en biologie, pour la recherche en biologie. Et donc, je faisais tous les jours des Western blot. Je travaillais avec une postdoc qui avait son projet, et je l'aidais en fait à faire son projet, et j'adorais ça. Puis petit à petit, donc après j'étais en thèse. En thèse, j'avais mon bureau aussi, parce que là, je collectais les résultats. Je faisais une autre technique qui s'appelle l'électrophysiologie. On enregistre avec une petite aiguille des neurone par neurone, et on regarde les courants dans ces neurones-là. Mais vu que j'étais étudiant en thèse, j'avais aussi besoin de faire les analyses. Donc je passais aussi du temps sur l'ordinateur. J'alternais analyse et enregistrement. Pendant le postdoc, en gros, on passe... Alors là, on fait les deux. On est toujours en train de faire beaucoup d'expériences, mais on fait aussi des analyses, et on commence aussi à écrire des demandes d'argent. On écrit aussi des projets pour demander un poste, ce genre de choses-là. Donc en fait, petit à petit, on est de moins en moins à la paillasse, et de plus en plus
au bureau devant l'ordinateur en fait. Et maintenant, donc ça fait 5 ans que j'ai mon laboratoire là à Alicante. J'ai quand même continué à faire des manips pendant les 3 premières années, vraiment. J'arrivais quand même à me réserver un tiers du temps peut-être pour faire des manips aussi. Là maintenant un petit peu moins parce que dernièrement j'ai dû vraiment me concentrer sur écrire les articles de mon laboratoire parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui font des manips pour moi maintenant et du coup je dois travailler avec eux et je leur corrige leurs articles, les choses là avant qu'on les envoie dans des journaux pour publication. Mais je passe beaucoup de temps à demander de l'argent, donc c'est vrai que l'évolution normale on va dire c'est qu'on est de moins en moins à la paillasse, de plus en plus à l'ordinateur. J'essaie quand même de me réserver toujours un tiers du temps pour faire des expériences, peut-être pas moi tout seul, mais au moins être capable de passer du temps avec telle ou telle personne de mon labo pour lui montrer comment est-ce qu'on fait les choses ou est juste là pour l'aider un peu dans sa manip aussi, quoi. Donc, je trouve, pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de professeurs qui ne touchent plus du tout aux souris, à la paillasse ou quoi que ce soit. J'essaye de maintenir un petit peu les deux pour l'instant. Après, c'est une question de priorité, une question de temps aussi, parce qu'en fait, le travail d'un professeur de labo, c'est en fait, on gère des gens comme si on gérait une mini-entreprise. On obtient des financements, on embauche des gens avec ces financements-là et on leur dit de faire des expériences sur le projet qui les finance. Du coup, on gère des gens. Et du coup, par exemple, l'année dernière, j'avais 12 personnes dans mon laboratoire. Avec 12 personnes à gérer directement, j'avais pas le temps de faire d'expérience parce que je devais juste être disponible pour eux et les gérer. Là, maintenant, j'ai un peu moins. Je crois qu'on a peut-être à 7, 8, du coup, parce que j'ai moins d'argent. Mais du coup, ça me donne plus de temps pour retourner aussi à la paillasse, ce qui est pas pour me déplaire aussi. Donc, chacun, selon l'argent qu'il est capable d'attirer et les choix qu'il a envie de faire, en fait, gère un petit peu comment il répartit sa journée. Un des avantages vraiment de mon travail, c'est que je fais ce que j'ai envie au jour le jour. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit au jour le jour. Je dois rendre des comptes aux organismes qui financent ma recherche. Mais ça, c'est des comptes que je dois rendre tous les 3 ans, tous les 5 ans, parce que c'est sur la durée des projets. Et donc avoir cette liberté d'action, où les jours où je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de rester à la maison et me concentrer sur lire des articles, je peux le faire si j'ai envie. Le jour d'après, il faudra que je sois au labo et que je passe plus de temps à discuter avec les gens du laboratoire parce qu'ils avaient besoin de moi hier et j'étais pas là forcément. Mais c'est agréable de pouvoir décider ce qu'on fait aussi. Oui. Et alors, les expériences sur les souris, par exemple, ça c'est un choix standard parce que j'ai entendu qu'avec tout ce qui est écologie, ils disent il y a d'autres parties qui s'appellent organoïdes qu'on peut en fait faire en laboratoire synthétique et aussi faire les mêmes expériments comme sur les souris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ou est-ce que c'est plus cher faire sur les... C'est peut-être plus cher les souris. Alors, je sais pas s'il y en a un qui est plus cher que l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les organoïdes, c'est pas du tout le niveau de complexité d'une souris, encore moins d'un humain. Alors, on peut faire des organoïdes, je vais parler de ce que je connais en termes de cerveau, en tout cas. Le cerveau, c'est super complexe comme organe. Ouais. Le cerveau humain, c'est 80 milliards de neurones qui sont tous connectés les uns aux autres. En moyenne, un neurone est connecté avec 5000 autres neurones. Donc non seulement il y a 80 milliards de neurones, mais il faut multiplier ça par puissance 5000 en termes de complexité des connexions. Les organoïdes qu'on est capable de faire pour l'instant de cerveau humain, au mieux, on arrive à dire il y a des neurones en surface et des neurones en profondeur. Donc on n'a pas d'hippocampe dans un organoïde, on n'a pas d'hypothalamus, on n'a rien de tout ça aussi. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de reproduire in vitro un cerveau de souris ou même un cerveau en neurosciences. Ça c'est assez standardisé maintenant. Et donc les modèles qu'on a, c'est l'humain, le chimpanzé, la souris. Et en dessous de la souris, c'est la drosophile, et en dessous de la drosophile, c'est un petit ver plat qui s'appelle Coelurbitis elegans. Et pour donner une idée, Coelurbitis elegans, il y a 300 neurones, la drosophile, il y en a peut-être, 10-15 000, et la souris,
800 millions et l'humain 80 milliards. Voilà. Et donc, à chaque fois, on monte en complexité. Je crois même pas qu'on est capable de faire un organoïde qui recouvre la complexité du cerveau de ces élégances. En tout cas, de la drosophile, pas du tout aussi. Alors, peut-être qu'un jour, on sera capable de le faire, et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces organoïdes-là parce qu'in fine, ça plaît à personne d'avoir à sacrifier des souris. En fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma carrière qui prenait plaisir à devoir perfuser une souris ou devoir... j'ai jamais rencontré de psychopathe, on va dire, dans la science. Mais c'est une nécessité, c'est super encadré maintenant aussi par rapport à quand j'ai commencé où en gros on pouvait pas faire ce qu'on avait envie mais c'était assez libre. Maintenant on peut rien faire sur une souris sans avoir l'accord d'un plusieurs comités d'éthique, de vétérinaires, de choses à plusieurs niveaux aussi, donc c'est super encadré, super régulé et c'est nécessaire pour qu'on puisse prouver, nous, au public, qu'on fait bien les choses aussi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des défenseurs des droits des animaux et tout ça, qui se battent aussi pour limiter, voire interdire complètement la recherche sur les animaux. Alors, ma réponse à ces gens-là, c'est que s'ils ont utilisé un médicament qui a été développé il y a moins de 30 ans, il a été développé sur la souris. Sinon, il n'y aura pas de médicament. Ça n'existerait pas aussi. Parce que tous les médicaments qui se développent maintenant, on a besoin d'accumuler des connaissances en fait chez la souris. Au niveau européen, par exemple, maintenant, on discute beaucoup d'interdire les tests de produits cosmétiques sur les animaux, sur les mammifères. Je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi séparer les choses entre il y a la recherche pour des choses peut-être moins nécessaire, comme tester est-ce qu'un tel produit cosmétique est irritant ou pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tester ça sur des lapins? Je pense pas. Par contre, si on veut mettre au point un médicament qui permet de guérir Alzheimer, le cancer, Parkinson, toutes ces choses-là, et ben en fait pour ça, hélas, pour l'instant, on a encore besoin de la souris. Ce qui veut pas dire qu'un jour on pourra pas s'en passer et faire tout avec les organoïdes, mais pour l'instant, hélas, c'est pas le cas. Et là, spécifiquement, je pense à ce qui se passe en fait en ce moment au niveau européen, où il y a des associations de défense des droits des animaux qui sont en train de pousser pour interdire toute recherche sur les animaux, à la fois cosmétique, parce que ça a été déjà décidé par l'Union européenne qu'on ne pouvait plus faire de recherche sur les mammifères pour des choses cosmétiques. Ça a été décidé, mais ça continue. Donc en gros, ils sont revenus à la charge en disant il faut que ça se fasse. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Par contre, en même temps, ils essayent aussi d'inclure tout ce qui est recherche à but médical. À mon avis, ça va, pour l'instant, ça va un petit peu loin. Il faudrait pas non plus que on se mette à juste extérioriser notre recherche dans des pays qui l'autorisent. En Chine, ils sont beaucoup plus flexibles sur ces choses-là. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de confier juste à la Chine le soin de développer des nouveaux médicaments. On a énormément de chercheurs aussi en Europe et je sais qu'il y en a maintenant en Allemagne par exemple, ils sont très stricts sur ça, en Allemagne et au Royaume-Uni, plus qu'en France encore et en Espagne. Je sais qu'il y a pas mal de chercheurs en Allemagne qui se disent, moi, ce que je fais, est-ce que je vais pouvoir rester en Allemagne pour continuer à faire ma recherche? Est-ce que je vais pas devoir partir dans un autre pays, voire éventuellement m'exiler en Chine? Donc il y a un peu d'incertitude, un peu de la part des scientifiques pour savoir où est-ce que tout ça va. Au final, la recherche sur les animaux, elle va continuer. Je pense qu'il vaut mieux... Je crois que ce qu'on fait en Europe et aux États-Unis, c'est beaucoup plus régulé que ce qui se fait dans d'autres pays. Et du coup, par là même, en fait, les animaux sont quand même beaucoup mieux traités. Il y a un souci fondamental quand on fait l'expérience avec les animaux, c'est qu'on doit avoir on doit les traiter en fait comme si c'était des humains presque. Et avec, faut utiliser des produits pour éviter, faut pas qu'ils souffrent, faut pas qu'ils aient peur. Par exemple, si moi je veux séparer des souris pour une raison ou une autre, il faut vraiment que je justifie pourquoi est-ce que je le fais et sur combien d'animaux. Je dois demander, non seulement c'est les procédures qui sont vérifiées, mais aussi le nombre d'animaux que je veux utiliser doit être très encadré et je peux pas dire je vais utiliser autant que j'ai besoin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais dire pour avoir un résultat, je m'attends à avoir besoin de 10, peut-être 15 souris et après je peux pas en avoir plus. Le comité d'éthique m'autorise un certain nombre de souris. Et du coup, je pense que ces souris-là sont bien mieux traitées que peut-être dans d'autres pays, grâce à toutes ces procédures qui sont en place là. La façon dont
moi, à niveau personnel, je sépare les choses, c'est que je me dis que ces souris, en fait, elles sont générées pour la science. On va pas capturer des animaux dans la nature, c'est des animaux qui existent. Leur raison d'être, c'est pour la science, et donc il faut qu'ils soient très bien traités. Mais il faut pas aussi oublier que leur finalité, c'est quand même la science. Il y a plusieurs années de ça, il y avait un groupe d'activistes qui avait libéré plusieurs chimpanzés épileptiques d'un centre de recherche en France. Ils les ont libérés et ils les ont relâchés dans la forêt d'Orsay et ils sont tous morts, les chimpanzés, parce qu'ils étaient épileptiques et ils n'allaient pas survivre de toute façon. Je suis sûr qu'une mes souris élevées en cage de laboratoire, je leur donne pas 2 jours pour survivre dans la nature parce qu'elles sont juste pas habituées à ça aussi, quoi. Donc faut pas mélanger les choses. Et c'est un sujet qui est super sensible et c'est un sujet pour lequel je pense que les scientifiques, il faut vraiment qu'on justifie auprès du public pourquoi est-ce qu'on continue à faire de la recherche sur les animaux. Moi, par exemple, je suis partisan pour que sur tous les médicaments qui ont été développés grâce à la recherche sur les animaux, il y a une étiquette sur le médicament pour que les gens voient quelle est la finalité en fait de ces choses-là. On n'est pas des Frankenstein qui prenons du plaisir à disséquer les animaux parce qu'on est curieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit justifier pourquoi est-ce qu'on veut travailler sur la souris, comment on va le faire et sur combien de souris on va le faire. Oui, c'est intéressant que tu dis qu'en fait, si la souris elle est aussi bien, donc peut-être ça va produire un autre résultat sur les comportements sociaux. Et justement, quel type de paramètres vous générez? Par exemple, sur les comportements sociaux, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu observes? Alors, c'est vrai qu'un gros problème de la souris, c'est qu'ils nous disent pas ce qu'ils pensent aussi. Ça, c'est un désavantage. Parce que des fois, on aimerait bien savoir ce que pense la souris, mais on peut pas. Et du coup, pour savoir ce qu'elle pense, alors en termes d'interaction sociale, ce qu'on regarde le plus, c'est le temps qu'elles passent ensemble. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les préférences sociales. Pourquoi est-ce que les souris préfèrent des souris qu'elles ne connaissent pas par rapport à des souris qu'elles connaissent, par exemple? Donc, elles ont une attirance vers la nouveauté sociale. Ça, on le voit parce que si on leur présente, la souris test est au milieu, dans une grande cage en fait, rectangulaire, et en gros on va mettre 2 souris stimulus dans des petites cages avec des tout petits barreaux de façon à ce qu'elles ne bougent pas, et la souris test, elle va avoir le choix d'aller interagir avec l'une ou l'autre souris. Et ce qu'on mesure en premier, c'est combien de temps elle passe avec l'une et combien de temps elle passe avec l'autre. On peut aussi mesurer avec quelle souris elle choisit d'aller en premier, par exemple, ce genre de récit. Combien de temps est-ce qu'elle va mettre à choisir d'aller voir l'autre souris. Mais c'est vrai que c'est une limitation un peu en neurosciences sociales, que des fois le readout, le paramètre qui est mesuré, il est un peu pauvre, en fait, dans le sens où ces heures de préférence à la nouveauté, par exemple. Donc en fait, on a toujours un groupe contrôle et un groupe test. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va éteindre un petit groupe de neurones pendant qu'on regarde est-ce que la souris test préfère la souris nouvelle ou la souris familière. Et ce qui se passe souvent quand on éteint un petit groupe de neurones qu'on pense qu'est lié à ce comportement-là, c'est qu'on perd la préférence sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire de perdre la préférence sociale? Est-ce que ça veut dire qu'on a éteint les neurones qui contrôlaient le souvenir que la souris avait de l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'on a éteint les neurones qui contrôlaient, une fois que le souvenir a été rappelé, ça contrôle la prise de décision, avec qui j'ai envie de passer du temps? Ou est-ce que, voire même, ça a des neurones qui contrôlent juste l'interaction sociale pure et simple, en fait, l'implémentation après la décision. Donc, bon, tout ça, c'est des questions qui, en gros, pour la plupart des gens, ça les intéresse pas, en fait, parce qu'ils ont jamais pensé à ça, dans le sens où, mais c'est mon travail, en fait, de penser à ce genre de choses-là et à essayer de disséquer, en fait, la complexité des processus neuronaux. Et pour comprendre ça, quel aspect de l'interaction est affecté, on va dire. Alors, on peut faire différentes choses. Par exemple, si on pense que c'est vraiment la mémoire qui est contrôlée, dans ce cas-là, si on éteint les neurones au moment où les souris apprennent à se connaître, ça va être suffisant pour, quand on va faire le rappel de cette interaction, on va voir un effet par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc ça, si on voit un effet au moment de ce qu'on appelle l'encodage de souvenir, ça veut dire que ça a probablement quelque chose à voir avec le souvenir. Par contre, si on a un effet juste au moment où on fait le rappel de la préférence sociale, là, on pense que ça a plutôt quelque chose à voir avec soit le rappel du souvenir, soit la prise de décision.
C'est compliqué. En gros, la réponse, enfin, en langue, c'est compliqué et que c'est adapté un petit peu à chaque expérience. Mais maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de regarder l'activité de beaucoup de neurones en même temps dans certaines zones du cerveau. Et quand on regarde cette activité-là, on est capable de voir ce qu'on appelle la représentation neuronale. Donc, notre cerveau forme des représentations neuronales dans des espaces multidimensionnels, en fait, du nombre de neurones qu'on enregistre, assez compliqués. Et ces représentations neuronales, en fait, on peut les utiliser c'est comme si la souris nous parlait, en fait. C'est comme si la souris nous disait, bon, bah là, dans mon hippocampe, je vois une représentation de l'autre souris. Je vois comment cette représentation évolue quand la souris passe d'être nouvelle à familière. Du coup, je suis capable d'avoir une trace qui me dit qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la souris. Et si on éteint des neurones qui sont en amont, par exemple, de cette représentation, on va dégrader la représentation. Par contre, si les neurones qu'on éteint, ils sont en aval du circuit, là, on va pas dégrader la représentation, c'est-à-dire qu'on a une représentation normale de la souris, et la représentation, elle est normale, la souris, elle est bien identifiée comme étant une souris familière. Par contre, les neurones qui font que normalement on devrait interagir moins avec cette souris-là, ça, là, ils agissent plus. Mais ça n'empêche pas que pour la souris, elle a bien identifié l'autre souris aussi, quoi. Je sais pas si c'est très clair cette sorte de représentation. C'est un nouveau concept en fait qu'on a introduit. C'est quelque chose que les gens sont capables de faire maintenant parce que maintenant on est capable de regarder plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de neurones en même temps, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 10 ans. Mais nous, ça nous donne un aperçu. C'est comme si on était capable de lire en fait les variables internes dans le cerveau de la souris aussi. Et donc ça nous aide beaucoup, surtout dans le cas d'expériences où le paramètre de sortie, il est assez pauvre en fait. Le cerveau, pendant très longtemps, ça a été étudié notamment par des psychologues, quelqu'un qui s'appelait Skinner, il parlait de la boîte noire du cerveau. Et donc ce que faisaient les psychologues, c'est que pour eux, c'était juste, il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. On n'ouvre pas la boîte noire aussi, on s'intéresse pas. Ils ont fait beaucoup de choses, ces gens-là. Par exemple, ils ont étudié beaucoup l'histoire de comportement, conditionnement pavlovien, toutes ces choses-là aussi. Et ils ont pu vraiment comprendre des choses très compliquées de comment cette boîte noire du cerveau était capable de prendre des inputs et les transformer en un output déterminé. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a ses limites. Et du coup, depuis les années, ça c'était peut-être les années 50 à 70, maintenant depuis les années 70, on ouvre en gros, entre guillemets, le cerveau parce qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne à partir du moment où je te vois ou comment je fais pour... je vois ton image c'est des informations visuelles, ça forme ton image dans mon cerveau, dans la zone qui s'appelle V1 du cortex visuel, et puis après, une fois que je vois ton image, je suis capable de me dire, l'image d'Olga, je m'en souviens, j'ai déjà rencontré Olga, donc la personne que j'ai en face de moi, c'est Olga. Oui. En même temps que je rappelle ton souvenir, je rappelle plein de choses contextuelles des interactions qu'on a eues ensemble. Et à partir de toutes ces informations-là, et aussi en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, par exemple, est-ce que je suis énervé, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, ça c'est ce qu'on appelle en fait les états internes. En fonction de tout ça, mon cerveau va le mélanger et le processer et le valoriser et prendre une décision de est-ce que j'ai envie d'interagir avec toi, est-ce que j'ai tellement faim qu'en fait je vais t'ignorer et aller chercher à manger, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on travaille et au-delà vraiment des interactions sociales, beaucoup de ce que je fais moi dans mon travail, c'est comprendre ce qu'on appelle la régulation des comportements motivés. Comportements motivés, c'est tout ce qu'on a envie de faire en permanence, mais qu'on peut pas tout faire en même temps, tel que interagir socialement, ou boire, ou manger, ou voilà. Et comment le cerveau choisit qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné, je travaille sur ça aussi, quoi. Plus avec une tendance sur les interactions sociales, mais on a beaucoup de projets aussi sur pourquoi est-ce que la souris a choisi d'aller manger au lieu d'interagir socialement, ou des choses comme ça. Et est-ce que tu penses maintenant avec les nouvelles technologies, parce que tu as dit justement que maintenant on peut enregistrer dans le même temps les plusieurs neurones, etc. Est-ce que ça aide ou est-ce que vous venez déjà d'utiliser quelques trucs pour avancer plus vite, disons, dans la recherche? Alors, donc oui, en fait, dans la recherche, ce qui est excitant aussi, c'est qu'on utilise toujours des choses nouvelles à la pointe de ce qui se fait aussi. Donc, il y a beaucoup de neuroscientifiques dont le seul travail, c'est de développer des outils pour les autres neuroscientifiques. Moi, je suis plutôt du côté, j'utilise les outils des autres. J'ai pas envie de développer des outils parce que ce qui m'intéresse, c'est de répondre à des questions biologiques, mais
je suis très content que d'autres gens développent ces outils-là. Un outil auquel je pense par exemple en particulier, c'est ce qu'on appelle les micro-endoscopes, où en fait on est capable de mettre des petits microscopes sur la tête des souris avec des lentilles qui viennent directement dans le cerveau contre des groupes de neurones pour pouvoir imager des neurones individuellement. Et donc on les regarde, alors on voit les neurones individuellement, sauf que les neurones ils sont pas fluorescents de base aussi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on vient exprimer un indicateur d'activité calcique. Donc c'est une molécule qui s'appelle GCAMP, une protéine qui s'appelle GCAMP, qui a été fabriquée de toutes pièces aussi par l'homme, et c'est une molécule qui a la capacité de fixer les ions calciques et se mettre à émettre de la lumière verte en fonction de la concentration de calcium de la cellule. Et vu que la concentration de calcium de la cellule corrèle très bien avec l'activité de la cellule, un neurone, en fait, ça émet des potentiels d'action. Et chaque fois qu'il y a un potentiel d'action, il y a des canaux calciques qui s'ouvrent, le calcium rentre dans la cellule, et quand le calcium rentre dans la cellule, ça élève le niveau de fluorescence de cette protéine GCAMP. Donc en combinant une découverte qui s'appelle, en combinant le GCAMP et ces mini-microscopes qui pèsent à peine 2 grammes et qui sont vraiment minuscules, on est capable de regarder des centaines de neurones individuellement qui s'allument, comme ça aussi. On fait des films d'activité calcique et on est capable de regarder l'activité de ces neurones-là. Et en fait, maintenant, on travaille avec des physiciens, qu'on appelle des gens qui font des neurosciences computationnelles, pour qu'ils nous expliquent comment l'activité de ces quelques centaines de neurones qu'on est capable de voir est capable de coder le comportement qu'on regarde, former des représentations neuronales et ces choses-là. Donc ça, c'est un exemple d'avancées technologiques récentes. Donc par exemple, quand moi j'ai commencé, et ça vraiment le miniscope, je crois que le premier il a été fabriqué peut-être en 2014-2015, donc ça a pas 10 ans, mais en à peine 10 ans, énormément de labos se sont rués là-dessus, parce que être capable de regarder plein de neurones en même temps, ça nous ouvre plein de possibilités en fait. Aussi, avant ce qu'on faisait, c'était qu'on était obligé d'aller avec une petite électrode à la fois pour enregistrer chaque neurone individuellement, ou enfin, on n'avait pas cette capacité-là. Et donc maintenant, on est capable de voir, alors ce qu'on peut même faire maintenant, c'est qu'on est capable par exemple de remplacer tout le crâne de la souris par quelque chose de transparent, une fenêtre en gros, et du coup on est capable d'imager pas des centaines mais des dizaines de milliers de neurones en même temps. On vient avec un gros microscope au-dessus, alors ça par contre il faut que la souris elle ne bouge pas, elle soit fixée, mais après on vient avec un gros microscope au-dessus et on regarde des dizaines de milliers de neurones en même temps. Et du coup, là en fait on revient un peu à des questions philosophiques, parce que maintenant ce que les gens se demandent c'est, imaginons qu'on soit capable d'enregistrer tous les neurones à la fois du cerveau, tous les neurones en même temps, pendant un temps très long où la souris fait plein de choses différentes. Est-ce qu'on serait capable de comprendre comment fonctionne le cerveau en ayant cette capacité-là? L'analogie, c'est un petit peu de dire si on est capable d'enregistrer, imaginons un ordinateur, on est capable d'enregistrer l'activité, l'état de chacun des transistors de l'ordinateur en même temps. Est-ce que ça nous permet de comprendre comment pense un ordinateur en ayant accès à toute cette information-là aussi, quoi. Peut-être que oui, il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non, c'est tout un débat. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que bientôt, on va être là, en fait. On va arriver à ça, d'enregistrer une fraction significative, en fait, de neurones en même temps. On y arrive. Mais en fait, limite, je pense que la technologie va arriver là avant qu'on ait la capacité d'analyser les choses vraiment bien. En fait, c'est-à-dire que on a trop de données, limite, maintenant, et il faut qu'on ait des gens il faut qu'on ait un nouveau cadre, une nouvelle façon de penser pour être capable des nouveaux outils d'analyse pour vraiment prendre avantage, pour profiter, au maximum de traiter toutes ces données-là aussi. Donc en gros, c'est passionnant. En tant que scientifique, c'est passionnant parce qu'en fait, des fois, la science, elle avance pas toujours de façon linéaire. Donc, des fois, quelqu'un va inventer une machine super puissante et donc on est tous contents et on veut tous l'avoir. Mais en fait, on se retrouve avec des terabytes. Non, c'est même pas des gigas, c'est terabytes de données à traiter. Alors déjà, rien que des terabytes, faut les gérer. Il faut avoir l'architecture pour pouvoir les stocker et compagnie. Mais après, il faut aussi avoir en fait, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on sache comment l'utiliser. Et de plus en plus, en fait, je pense que les gens vont utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces jeux de données très très complexes,
parce que quand on n'est qu'une personne, ça fait trop de choses à regarder en même temps. Ça peut soit être des millions de neurones en même temps, mais ça peut aussi être regarder des milliers, voire des dizaines de milliers de gènes en même temps. Maintenant, on est capable de prendre un petit bout du cerveau, dissocier les cellules, et sur chacune des cellules, on va venir regarder plusieurs milliers de gènes en même temps, le niveau d'expression de milliers de gènes, ça c'est ce qui s'appelle RNA sequencing, single cell RNA sequencing, et c'est très puissant, mais c'est beaucoup d'informations à traiter, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui comparent un peu entre les humains ou l'intelligence artificielle ou des choses un peu, enfin en gros on va de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider dans ces analyses-là aussi. Et comment, en fait, ça m'intéressait toujours, comment vous apportez reproductibilité scientifique? Donc, c'est les souris qui reproduisent eux-mêmes dans le laboratoire ou vous avez un département qui fait que ça? De reproductibilité de la science? Alors non, il n'y a pas de département qui fait que ça. Alors déjà, on n'a pas le droit de publier quelque chose qu'on n'a pas reproduit au moins 3 fois de façon indépendante. Au minimum. C'est-à-dire que dans n'importe quel résultat d'un de mes articles, je peux pas dire j'ai fait ça une fois sur une souris ou j'ai fait ça sur 2 souris, j'ai observé le même résultat, donc c'est bon. Il faut qu'au minimum, on le fasse 3 fois. Des fois, il faut le faire plus que 3 fois. Donc ça dépend ça dépend vraiment de ce qu'on fait. En interaction, en termes de comportement de souris, interaction sociale, en minimum, il va falloir avoir peut-être 10, voire 10, entre 10 et 15 souris par groupe, peut-être. Alors, ce qu'on essaye bien sûr de faire, c'est qu'on essaye d'utiliser la même souris. On lui fait faire plusieurs tâches de comportement différentes aussi, histoire de profiter un petit peu au maximum de la souris et limiter en fait le nombre de souris qu'on utilise. Donc, par exemple, un jour, on fait un comportement 1 et 3 jours après, on fait le comportement numéro 2. Et comme ça, on a divisé le nombre de souris par 2. Donc la reproductibilité, c'est un sujet qui est très important dans la science, très compliqué, parce qu'en fait, quand beaucoup d'expériences qu'on fait, c'est des choses que personne d'autre n'a fait avant. En fait, il y a un problème, c'est que pour publier nos articles, on doit faire des choses qui sont nouvelles. Si je reproduis intégralement l'étude de quelqu'un d'autre, et j'essaie de le publier, il y a très peu de journaux qui vont me l'accepter parce qu'ils vont dire nous c'est pas excitant, ça a déjà été démontré aussi. Donc il y a on est un peu poussé à ne pas forcément tout répéter ce qu'ont fait les autres. Alors quand même, ce qu'on fait, c'est que si par exemple moi je commence à travailler sur un nouveau sujet et que du coup je m'inspire toujours de ce qu'ont fait les autres, ce qu'on fait, c'est qu'on répète toujours un petit peu ce qu'ont fait d'autres personnes pour voir si on arrive à répéter des choses un peu fondamentales de leur découverte à eux. Et en fait, on répète leur découverte un peu fondamentale et nous, ça nous sert en fait de point de départ pour une nouvelle étude qui va construire sur ça. Du coup, petit à petit, donc il y a quand même un petit peu un overlap un peu entre différentes études de différentes personnes. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 labos qui étudient la même chose en même temps sans le savoir. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est envoyer nos 2 articles en même temps dans le même journal. Et ça, les journaux adorent ce genre de choses-là parce que 2 labos indépendants qui reproduisent à peu près, enfin, qui soutiennent le même message, c'est bon signe aussi. Il y a beaucoup de solutions. Donc, mais il y a une crise de reproductibilité, comme dans la recherche aussi, qui se comprend par le fait que les articles sont de plus en plus compliqués, de plus en plus longs, et du coup, avant un article, peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, je dis un article des années 80, il y avait 3-4 expériences. Maintenant, on n'est pas sur 3-4, on est plutôt sur 40 aussi. Donc c'est beaucoup plus. Ouais. Forcément, ça fait que plus on fait de choses, plus il y a des chances que certaines des choses qu'on fasse ne soient pas reproductibles. Ouais, il n'y a pas de solution simple. Alors, des fois, il y a des gens qui disent oui, on pourrait dédier une partie de l'argent pour qu'un autre labo reproduise de façon indépendante vos résultats. Je pense que c'est bien, mais en gros, il faut que l'autre labo parle avec nous pour savoir comment est-ce qu'on a fait les choses aussi. Parce que tout le monde le sait, si on essaie de reproduire des résultats complexes de quelqu'un d'autre sans pouvoir vraiment avoir des informations. Alors, quand on publie nos articles, on est censé tout expliquer pour que les gens puissent le reproduire. En vrai, ça aide quand même d'avoir un accès direct à l'autre labo
Et moi, ce que j'ai observé, c'est que si on est capable de parler avec l'autre labo pour qu'ils nous expliquent exactement comment ils ont fait les choses, en fait, c'est beaucoup plus facile pour qu'on arrive à les reproduire. Si on essaie de reproduire quelque chose sans parler avec eux et sans vraiment savoir comment le faire, on va y arriver souvent, mais ça va nous mettre beaucoup plus de temps. Et il faut pas que, parce que ça marche pas la première fois, tout de suite on dise « Ah bah non, ils ont mal fait les choses et compagnie ». Au final, s'assurer que les gens ont bien fait le travail et reproduire leur manip, ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, mais peut-être que ça coûte moins d'argent que se mettre à faire des essais cliniques sur quelque chose qui n'était pas vraiment fondé au départ aussi. Donc je pense que c'est important que dans la science, on ait un débat là-dessus et qu'on essaye de faire les choses de la meilleure façon possible. Pour moi, ma solution préférée, c'est avoir des collaborateurs indépendants, mais quand même des collaborateurs avec qui on parle pour être capable de leur montrer comment est-ce qu'on refait les choses. En fait, tous entre scientifiques, on est censé s'aider les uns les autres, dans le sens où la science, c'est vraiment quelque chose, c'est collaboratif, on doit tous travailler ensemble. Et donc, si jamais j'ai un collègue qui me dit « Ah, ton article là, j'ai trouvé ça très intéressant, est-ce que tu pourrais nous aider à faire cette expérience de base parce qu'on voudrait aller dans cette direction-là et construire sur ton travail ?» Pour moi, il y a des gens qui aiment pas parce qu'ils disent « Ah non, il est là, il vient sur mes plates-bandes, c'est pas bien. » Moi, je trouve que c'était très bien et je vais l'aider à reproduire les choses et on va parler l'un avec l'autre pour être sûr qu'on fait pas exactement la même chose et qu'on va pas se gêner l'un l'autre. Mais je trouve que quand les gens arrivent à reproduire ce que j'ai fait, c'est toujours une source de joie aussi pour moi, quoi. Parce que des fois, même si on fait les choses de la meilleure façon possible, ça peut arriver que on s'est trompé, il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années où il montrait que les chercheuses femmes, en général, c'était plus reproductible quand elles faisaient des expériences que les chercheurs hommes. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, la théorie, c'est que les hommes, la testostérone, je sais pas quoi, il y a des hormones qui faisaient que des fois, les souris pouvaient être plus sensibles à ça. Et du coup, ça pouvait stresser des fois les souris et du coup, c'était moins reproductible aussi, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on veut faire les choses de la meilleure façon possible que des fois, il y a toujours des facteurs qui nous échappent, des fois. Et en tant que scientifique, c'est important de faire son autocritique. Et c'est important, des fois, ça arrive que on publie une étude et avec la meilleure intention du monde, on est sûr de nous quand on publie le truc. Puis après, en fait, on se rend compte que c'était pas tout à fait comme ça. Et ça se passe très souvent. En fait, la personne qui a publié l'étude publie une deuxième étude pour raffiner un petit peu les choses et préciser. On n'est jamais aussi mieux placé pour se contredire que si c'est nous qui avons fait l'étude en fait en premier, et c'est pas un problème. Ça, dans la science, si on est capable d'expliquer pourquoi est-ce que la nouvelle étude est mieux et pourquoi est-ce que maintenant on va plus au fond des choses, tout le monde est content en fait aussi. Donc c'est le processus normal de la science. Quand les choses fonctionnent bien et les gens sont honnêtes, il n'y a pas de problème à reconnaître que on n'avait pas pensé à ça ou ceci ou cela et que du coup en fait les choses elles sont plutôt comme ça et pas comme on l'avait dit il y a 5 ans, 10 ans avant. Oui, de toute façon, si vous avez un but et vous travaillez ensemble, je pense que aussi compétitivité saine, c'est toujours bienveillant aussi. Oui. Surtout en Europe, on est obligé de collaborer ensemble. Là, il y a beaucoup plus de compétition aux États-Unis où les sommes sont plus importantes et les gens peuvent faire les choses dans leur coin. En Europe, il y a moins d'argent dans la recherche. Du coup, on a tout intérêt à travailler ensemble, plutôt qu'à se tirer la bourre, en quelque sorte. Et moi, je suis très impliqué dans plusieurs sociétés scientifiques, de gens qui travaillent sur les interactions sociales, les comportements sociaux, parce qu'on se connaît tous et on interagit et on va s'aider. Des fois, je peux demander à quelqu'un, est-ce que t'as pas telle souris mutante que ça m'arrangerait bien? Est-ce que tu vas pas faire telle expérience parce que toi, t'es expert dans cette technique-là et moi, si j'essaye de le faire moi-même, je vais devoir dépenser plein d'argent et réinventer la roue un petit peu et voilà. Donc, on essaie de s'aider ensemble. Comment en fait on fait passer des résultats qu'on reçoit vers les applications humaines? Donc d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on présente un brevet. Je connaissais pas du tout ces choses-là avant de démarrer mon laboratoire, mais là maintenant j'ai 2 brevets qui ont été déposés sur mes articles. Donc on a les articles, quand on a des résultats dans l'article qu'on pense qu'ils pourraient être intéressants et brevetables, on va parler à des
patenting, on a des offices des brevets dans notre institut qui nous aident aussi à dire oui, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Et s'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont payer pour déposer un brevet. Et une fois que le brevet est déposé, alors ce qu'il faut faire normalement, c'est qu'il faut créer une compagnie qui va exploiter le brevet. Donc c'est une toute petite compagnie, mais c'est une structure en fait légale qui permet d'avoir le brevet, d'attirer des financements d'investisseurs aussi externes, et on va chercher à commercialiser le brevet. Donc en fait, on va faire peut-être plus d'expériences pour montrer d'abord sur la souris, pour montrer l'intérêt vraiment aussi. Donc là, moi, dans mon cas concret, j'en suis un peu à ce niveau-là, où j'ai les brevets et on est en train d'ajouter de nouveaux résultats sur la souris pour montrer que, par exemple, le composé, donc on a démontré que si on injecte directement un composé à un certain endroit du cerveau de la souris autiste, en fait, la souris, elle est moins autiste. C'est-à-dire que avant, elle n'a pas envie d'interagir avec d'autres souris, puis si on lui fait cette manipulation-là, elle se met à vouloir interagir à nouveau. Donc en gros, on a pu ce qu'on appelle rétablir, enfin rescue en anglais, la sociabilité de la souris. Voilà. Là, ce qu'on fait, ça c'était l'article. Maintenant, ce qu'on fait dans le brevet, c'est qu'on est en train de montrer que si on donne ce composé en intranasal, donc une petite goutte en fait de liquide dans la narine, ça a le même effet, parce qu'en fait, de la narine, c'est très très innervé, ça monte directement au cerveau en fait. Donc c'est une porte d'entrée vers le cerveau. Et ce genre de manip-là, c'est une manip qui, pour la science fondamentale, n'apporte pas grand-chose. Par contre, pour une compagnie pharmaceutique, eux, ça leur apporte beaucoup de choses, parce qu'ils peuvent voir que potentiellement, on pourrait essayer chez l'humain de donner ce composé-là en intranasal, parce qu'on va pas se mettre à faire des études chez l'humain où on vient injecter directement des substances dans le cerveau des gens. Ça, c'est hors de question. Donc ce genre de tester, par exemple, utiliser un composé qui pourrait être un petit peu toxique, et en fait on va utiliser un autre composé qui est quelque chose de safe et non toxique aussi chez l'humain. Toutes ces choses-là, c'est des manips supplémentaires précliniques qu'on peut faire pour augmenter l'intérêt de compagnies ou d'investisseurs pour notre brevet. Et après, alors ça, je connais pas. Donc là, j'en suis là un peu dans ce que je fais. Après, si ça marche et qu'on arrive à avoir suffisamment d'argent, on peut aussi demander de l'argent à l'Union européenne pour faire ça. En fait, il faut commencer à faire les essais cliniques. Donc après, les essais cliniques, c'est quelque chose de très très réglementé. Phase 1, 2, 3, 4. En grosso modo, phase 1, c'est de la toxicologie. On va donner le composé à des gens juste pour voir les effets secondaires et voir si c'est toxique et s'il y a un petit effet positif. Mais on s'intéresse surtout à la toxicité au début, puis après en phase 2, on prend une cohorte de gens qui est un peu plus grande et on regarde là, sur le coup, on donne la moitié à le placebo, l'autre moitié à le composé, et on regarde, bien sûr c'est en aveugle, et voilà, et on regarde s'il y a un effet positif sur les gens qui ont pris le composé, parce que des fois, souvent, les gens, c'est juste un effet placebo, donc toutes ces choses-là, c'est toujours très contrôlé. Et après, donc phase 3, c'est un niveau, phase 3 des cliniques, c'est des grandes cohortes de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes aussi, sur le long terme. Et je crois même que maintenant, souvent en phase 3, on teste pas ça par rapport au placebo, on teste ça par rapport aux meilleurs médicaments qui existent sur le marché actuellement, parce que l'idée, c'est on doit proposer quelque chose qui est mieux que ce qu'il y avait avant. Parce que introduire quelque chose de nouveau, il y a toujours un risque qu'on connaît pas. Du coup, on veut être sûr que le nouveau composé qui est sur le marché, il est mieux que celui qui existe, que les meilleurs qui existent déjà aussi. Tout ça, ça met du temps. Ça met une dizaine d'années, en fait, à peu près, à produire. Et donc après, je connais moins. Pour l'instant, j'ai 2 brevets. On est en train d'essayer de réfléchir à monter une compagnie pharmaceutique ou pas. Mais moi, vu que ma recherche, en fait, ça se concentre sur des maladies psychiatriques plutôt, l'autisme et la schizophrénie, je crois que c'est un peu plus compliqué en ce moment de convaincre des compagnies pharmaceutiques de se lancer dans des maladies mentales. Je sais pas. Si je pense que, je vois beaucoup plus de choses qui arrivent sur le marché en termes de. Je pense que les compagnies pharmaceutiques se disent, on a plus de chances de trouver un remède pour le cancer que pour la schizophrénie, parce qu'au final, le cancer, ça concerne beaucoup plus de gens que la schizophrénie.
C'est des maladies aussi qui tuent aussi. Quand les gens, on peut mourir. Enfin, il y a des comorbidités associées aux maladies mentales, mais elles sont pas aussi importantes que les comorbidités associées à des choses telles que Alzheimer ou le cancer. Ouais, pourtant, la santé mentale, c'est quelque chose qui a été défini comme étant vraiment une grosse priorité dans tous les pays développés, parce que 30% des gens vont passer par un épisode de dépression majeure au cours de leur vie. Et quand je dis majeur, c'est pas ils vont se sentir un petit peu tristes parce que leur chien il est mort. Non, ils vont plus être capables de travailler pendant un certain moment et ils vont avoir besoin de médicaments. Donc il y a vraiment un besoin de choses qui aident les gens à traverser ces moments difficiles aussi. Et il y a beaucoup de recherches là-dessus aussi, et j'espère qu'il y a des nouveaux médicaments qui vont sortir. Là, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer sur l'usage des psychédéliques contre l'addiction, contre les traumas post-traumatic disorder, contre les traumas pour des gens qui ont vécu des choses, qui ont été à la guerre ou choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'espoir autour de ces nouveaux composés psychédéliques, comme quoi ça va bientôt arriver sur le marché. Il y en a qui sont déjà sur le marché, il y en a d'autres qui vont arriver. Et en gros, oui, ça va aider. Et contre la dépression aussi, parce qu'en fait, avant la dépression, en gros, depuis les années 70 et l'invention de ce qu'on appelle les inhibiteurs de recapturation de la sérotonine, qui ont plein d'effets secondaires et qui marchent pas sur tout le monde, mais en fait, on n'a pas trouvé des nouvelles choses qui fonctionnaient mieux. Et du coup, pas par faute de chercher, mais juste parce que les choses sont très compliquées. Et maintenant, quand on met au point un nouveau médicament maintenant, on ne peut pas fonctionner à l'aveugle. Il faut toujours que ça soit basé sur un mécanisme précis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne vraiment pourquoi la molécule qui fait aller les gens mieux, elle fait aller les gens mieux, avec tout un mécanisme. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire pourquoi est-ce que le Doliprane nous aide, par exemple. Ça, c'est pas grave parce que c'est des médicaments qui ont toujours été là et qui étaient là depuis avant. Et donc ils fonctionnent. On sait pas trop pourquoi, mais ils fonctionnent aussi, quoi. Maintenant, on connaît beaucoup plus de choses sur le cerveau et du coup, le niveau d'attente est quand même plus élevé et personne ne pourra mettre quelque chose sur le marché en disant j'ai juste testé ça et ça améliore les choses. Ça, c'est plus possible aussi. Il faut qu'on comprenne le pourquoi du comment. Donc ça a mis beaucoup de temps, mais je pense que maintenant, là, on arrive à ce niveau-là, on comprend suffisamment sur le cerveau pour concevoir des nouveaux médicaments avec une approche plus mécanistique. Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. Donc, le défi le plus majeur, on va dire, de transposition sur les EMA, c'est le temps que ça prend, phase 1, 2, 3, et aussi de l'argent qu'en fait on dépense. Est-ce que maintenant ça n'a pas évolué et on a un processus plus rapide qu'auparavant? Je sais pas. Ça, ou c'est devenu encore plus compliqué? Non, je pense que les choses en général ça se simplifie pas. Je sais pas vraiment, mais si je devais deviner, je dirais que les choses sont peut-être compliquées aussi parce que maintenant les choses sont plus encadrées. Aussi, qui rentre, quel patient rentre dans les cohortes et tout ça. Enfin, alors tout ça, il y a des gens dont le métier entier est de surveiller les essais cliniques en fait. Il y a toujours des compagnies externes autonomes qui viennent superviser les essais cliniques faits par telle ou telle boîte pharmaceutique. Et donc, leur boulot, c'est d'aller dans les hôpitaux et vérifier qu'ils donnent bien le bon médicament aux bonnes personnes, qu'ils notent bien toutes les choses, que tout est fait de façon très rigoureuse aussi. Je pense que le niveau d'encadrement a plutôt été en augmentant qu'en diminuant. Maintenant aussi, tout ce qui est le suivi sur le long terme, en fait, des effets secondaires, parce que des fois, il y a des choses, on met des années, en fait, à voir qu'il y a des conséquences peut-être néfastes. Donc, tout ça, ça s'appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aussi ces dernières années-là. Les compagnies pharmaceutiques, normalement, sont obligées d'avoir des départements assez conséquents de pharmacovigilance pour s'assurer que leurs médicaments qu'elles vendent n'ont pas d'effets néfastes qui n'avaient pas été vus avant la mise sur le marché. Donc oui, ça met du temps, mais je
mais je pense que c'est pour le mieux, c'est important. Enfin, on n'a pas des médicaments pour tout, mais on a déjà quand même des médicaments pour pas mal de choses. Plutôt que se presser peut-être à vouloir mettre des choses sur le marché à toute vitesse et prendre le risque de rendre des gens malades ou qui développent d'autres problèmes, ça vaut le coup. Par exemple, là en ce moment, il y a tout ce qui est les médicaments contre la prise de poids. C'est un gros débat. Je connais pas, c'est pas mon domaine de la recherche, hein, mais de ce que j'ai pu en lire, en gros, il y a un phénomène qui se passe que c'est des médicaments qui ont été développés pour des gens qui sont obèses de façon morbide. C'est pas des médicaments qui ont été développés pour des gens qui sont en léger surpoids et qui ont envie d'être super minces. Et à mon avis, on va très vite, mais forcément, c'est compliqué de tout réguler. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui arrivent à avoir accès à ces médicaments, quand bien même ils sont pas vraiment la cible indiquée de ces médicaments-là. Ça me surprendrait pas que d'ici 1 an ou 2, on commence à voir des cas de gens qui n'auraient pas dû prendre le médicament, mais qui l'ont pris et qui ont développé d'autres problèmes sans qu'on sache aussi. Par exemple, il y a eu un moment, autre exemple, il y a eu un moment où aux États-Unis, c'est très à la mode de prendre plein de comprimés vitaminés, des suppléments probiotiques, voilà, des vitamines en plus. Et au début, en fait, aux États-Unis, c'est pas encadré, tout ça. Les vitamines, tu peux prendre des vitamines comme tu veux, tu les achètes dans un petit magasin qui s'appelle, je sais pas quoi, Vitamin Shop ou des choses comme ça. C'est pas considéré comme des médicaments. Et du coup, il y a des gens sur YouTube qui sont commencent à faire des calculs un peu dans leur coin et disant, moi, je pense que je dois prendre tant de comprimés par jour, patati, pour compenser mes carences, mes ceci, mes cela. Et ben en fait, on s'est rendu compte que je crois que trop de vitamine B6 ou B12, ça augmente, mais par un facteur de 1000, la probabilité de développer tel cancer. Wow. Aussi. Donc c'est la dose qui est trop élevée et c'était pas régulé. En fait, c'est les gens qui se sont automédicamentés. C'est des gens qui se sont dit, je suis en carence de vitamine B12, je sais plus la riboflavine, je crois que c'est, ou je sais plus quoi. Et du coup, je vais devoir compenser ça. Il n'y a aucun médecin qui leur a dit de le faire. Hein. C'est eux-mêmes qui ont décidé que c'était une bonne chose pour eux. En fait, maintenant, peut-être que ces gens-là, ils vont développer un cancer à cause de ce genre d'automédication-là. Donc, faut toujours, les médicaments, c'est des choses, si un médicament fonctionne, il y a des effets secondaires de toute façon. Ouais. C'est comme ça, hélas. Et donc, faut vraiment penser, mais pas forcément tout seul, avec des spécialistes. Est-ce que ça vaut le coup de prendre tel médicament ou quels sont les dangers de l'automédicamentation aussi, c'est important et c'est très bien que les gens se renseignent et s'informent et au final chacun prend les décisions qu'il a envie de prendre. Mais quand on utilise des choses à mal escient, des fois il peut y avoir des conséquences secondaires qui sont un peu compliquées aussi, quoi. Donc, et comment tu vois en fait le lien entre le stress et l'isolement social? Par exemple, je connais une personne justement qui a pris le médicament pour baisser un peu le poids. Et elle a pris, au début tout a bien marché et elle est devenue vraiment mince. Le problème, c'était que elle n'a pas réussi d'arrêter le médicament. D'accord. Donc, elle le prend toujours. Okay. Et elle a peur que elle va maintenant arrêter le médicament, puis elle va reprendre le poids. Et puis, le problème des Allemands, qu'elle était à l'école, à l'université, elle était un peu, eu le sorte de bullying d'autres gens. Donc, ça va revenir. Et ce peur-là, elle est accumulée dans plusieurs problèmes, on va dire. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Déjà, le problème de n'importe quel... Par exemple, le problème d'un régime, c'est pas de perdre du poids, c'est de pas le reprendre, de toute façon. Oui. Donc ça, c'est clair. Je pense que même si des fois, il y a des médicaments qui peuvent aider à perdre du poids, il faut toujours que ça soit accompagné par un changement d'habitude alimentaire. De toute façon, c'est quelqu'un qui prend des médicaments pour perdre du poids tout en continuant à manger mal ou trop. Ça n'a aucun sens pour moi aussi, quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais ça n'a aucun sens. Donc déjà il y a ça, il y a ce côté-là un petit peu avoir un plan sur comment faire sur le long terme pour
avoir le poids que l'on souhaite avoir et le maintenir aussi, quoi. Je pense que c'est bien de se fixer des objectifs réalistes aussi, en termes de tout le monde ne peut pas non plus être extrêmement mince, et c'est pas parce qu'on voit des gens très minces sur Instagram qui en plus sont peut-être pas si minces que ça, mais sont retouchés de toute façon. Il y a une espèce de cercle vicieux comme ça. Sur l'aspect, alors souvent c'est plutôt des femmes aussi, l'aspect, la façon dont les gens voient leur propre corps et s'acceptent, c'est quelque chose qui est très dur pour les adolescents, mais il y a des gens pour qui ça reste dur toute la vie aussi. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut travailler plus avec un psychologue, je pense, plutôt qu'en s'auto-médicamentant ou en faisant toutes sortes de régimes punitifs et qui, de toute façon, visent à atteindre un idéal qui est pas atteignable, en fait, par la personne en question. Donc, je pense que mon conseil, je suis pas médecin, hein, je suis pas psychologue non plus, quoi. Mon conseil pour cette personne-là, ça serait éventuellement de travailler avec un professionnel, mais pour comment se sentir bien, en fait, comment se sentir bien dans sa propre peau, s'accepter tel qu'on est, ne pas être aussi sensible au bullying aussi. Alors, le bullying, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup en milieu scolaire aussi, surtout à un âge de l'adolescence où c'est vrai que les enfants et les adolescents peuvent être quand même assez cruels aussi entre eux. J'ai envie de dire, je pense qu'avant, quand les gens devenaient plus grands, peut-être qu'il y avait moins de bullying aussi, une fois que tout le monde est adulte et un peu plus établi dans sa vie. Alors ça peut arriver hein, aussi de toute façon, mais à mon avis, à ce moment-là, ça devient moins une pression peut-être des gens autour de nous et plus quelque chose, une pression que les gens se mettent à eux-mêmes aussi, ou pour être à l'aise, enfin ils sont pas à l'aise dans leur peau et du coup, ça leur coûte d'interagir socialement avec d'autres personnes aussi. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le bullying peut continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, à quel âge que ce soit, en fait on s'expose à plein de critiques anonymes et cruelles de la part d'autres personnes. Donc en gros, faut voir à quel point ça a un intérêt d'être sur les réseaux sociaux, à quel point aussi on a la force mentale aussi d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, moi j'ai 2 filles, je sais que je n'ai pas du tout envie qu'elles aillent sur des réseaux sociaux avant au moins 16-17 ans, je pense. Parce que c'est un âge où on est extrêmement fragile, en fait. Et si déjà, on peut le prendre très mal parce qu'une copine de classe a dit quelque chose de négatif, qu'est-ce que ça va être quand c'est de façon anonyme en ligne, en fait, aussi. Donc, je pense que c'est très dur pour les jeunes maintenant ils doivent beaucoup souffrir aussi à cause des réseaux sociaux, et plus on les protège, plus tard on les protège, mieux c'est. Tout le monde est au courant des études de Facebook qu'ils ont fait quand ils voulaient étendre leurs réseaux sociaux à des jeunes de 10 ans. Les résultats des études ont été tellement horribles qu'ils ont essayé de les cacher. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de planquer les résultats tellement c'était atroce. Tout ce qu'ils ont vu, c'était atroce. Et au lieu de le dire, parce qu'ils avaient fait la recherche, ils l'ont planqué pour pas avoir de problème, parce qu'effectivement, il y avait déjà des jeunes qui allaient sur des réseaux sociaux faits plutôt pour des grands. Mais du coup, au moins, ils se sont dit, on va pas essayer de faire des réseaux sociaux juste pour les enfants, parce qu'en fait, on voit que c'est mauvais, les réseaux sociaux pour les enfants aussi. Donc, Non, mais c'est intéressant parce que tu dis, par exemple, est-ce que vraiment il y a du bullying entre les souris? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Et donc on peut un peu quand même regarder comment les gens réagissent, tu vois? Alors tu vois, et tu peux quand même un peu deviner qu'est-ce qui peut se passer. Alors oui, on peut faire des choses avec les souris. Alors le bullying entre souris, ça se fait pas. Il y a du bullying entre rats. Les rats sont beaucoup plus intelligents que les souris, et les rats forment des sociétés beaucoup plus complexes. Et dans des sociétés, je sais pas si tu as une trentaine de rats, déjà les rats ils vivent en groupe. Les souris, pas trop. Elles vivent en gros, une souris, en fait c'est un couple. Les souris elles vivent toutes seules, elles ont un territoire à elles vivent toutes seules, et quand elles font des bébés, bon là elles sont un peu en couple, mais ils forment des nids de parents en fait, en gros. Il n'y a pas des grosses colonies de souris qui vivent ensemble en général. Alors que les rats, si. Donc maintenant, nous, ce qu'on a fait, en fait, on force les souris à vivre ensemble dans des cages où ils sont à 5 par cage. Et donc, je pense que ce trait d'interaction sociale, les souris de laboratoire sont plus sociables que les souris sauvages. Elles sont moins agressives, elles apprennent mieux à vivre ensemble aussi, parce qu'en fait, on a été
on a cultivé un peu ce trait-là en les faisant se reproduire en laboratoire pendant très longtemps. Donc on peut faire quand même des choses sociables. Mais si je vais étudier le bullying, je pense que je regarderai chez les rats. Les rats, ils ont toute une société avec des mâles dominants, des femelles reproductives. Ils ont aussi des mâles qui sont soumis aussi, et ils ont aussi des mâles qui sont un peu les aventuriers solitaires qui partent un peu voilà tout seuls. Et donc ils jouent entre eux, les souris un petit peu, mais les rats vraiment jouent entre eux. N'importe quelle personne qui a déjà eu un rat en fait en tant qu'animal domestique sait qu'un rat, tu peux le guilicher par exemple. Le rat, tu peux interagir un peu avec un rat et avoir une interaction. Je pense que le rat est capable de comprendre qu'on est un être humain, qu'on est un être vivant. La souris ne comprend pas qui on est par contre aussi. Mais les souris font entre elles, moi j'ai beaucoup étudié un peu ça, les histoires d'agression sociale. Et avant que les souris, quand on met deux souris ensemble, d'abord elles se reniflent. Elles se reniflent le museau, elles se reniflent la partie anogénitale parce qu'elles s'identifient par l'odeur en fait l'une de l'autre. En gros, qu'on présente une souris ou l'urine d'une souris, c'est à peu près la même chose en fait, parce que toute l'information dont les souris ont besoin pour se reconnaître, elle est dans l'urine de chacune. Et ça, c'est un peu comme quand deux chiens se rencontrent pour la première fois, ils vont se tourner autour et se sentir l'anus aussi. C'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître. Par contre, la fois suivante où ils vont se retrouver, ils vont pas passer autant de temps à se sentir l'un l'autre parce qu'ils juste ce qu'il faut pour se rappeler, pour rappeler cette signature olfactive, la comparer à toutes les signatures olfactives de personnes qu'elles ont déjà rencontrées. C'est quand même un processus qui est super compliqué, qui doit se passer et on comprend pas encore très bien comment est-ce qu'il se passe. Et donc une fois qu'elles se connaissent, si deux souris ou deux chiens se rencontrent, là ils vont pas se renifler autant, mais ils vont se mettre plutôt à jouer, à monter l'un sur l'autre ou à interagir. Et les souris font ça aussi. On voit les souris faire ça. Elles essaient de monter, alors elles se mettent sur leur patte arrière un peu. Elles ont les pattes devant qui sont libres et elles essaient de gratter un peu la tête de l'autre souris. Moi, j'appelle ça de la dominance, un peu, ce genre de comportement-là, parce que c'est un peu et l'autre souris, elle est comme ça, avec ses pattes comme ça ouvertes, et puis elle essaye de repousser un peu l'autre. Se protéger. Ouais, se protéger, voilà. Donc on sait pas trop ce qu'elles font. Moi, j'appelle ça de la dominance. Peut-être que c'est une forme de bullying, une chose comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est isoler les souris. Et donc là, dernièrement, il y a un article qui est paru dans Nature, qui est un des meilleurs journaux récemment, d'une très grande chercheuse des États-Unis qui est française, qui s'appelle Catherine Dulac, où elle démontre qu'il y a deux populations neuronales dans l'hypothalamus qui contrôlent le besoin qu'ont les souris d'avoir une interaction sociale. Donc c'est-à-dire qu'il y a une population qui s'active quand les souris elles sont en manque d'interaction, et l'autre population elle s'active quand les souris ont trop d'interaction. Et donc il y a une espèce de balance comme ça entre ce que nous on appelle ça un contrôle homéostatique des interactions sociales. Et donc les souris régulent comme ça. Par exemple, si tu isoles une souris pendant longtemps et tu la mets avec d'autres souris, elle va beaucoup interagir parce que ça lui a manqué en fait. Et c'est aussi à partir de ça que tout à l'heure je te disais que par exemple si moi je veux isoler des souris, je peux pas le faire facilement. Pour quelque chose aussi anodin, on va dire, que d'isoler une souris, je dois vraiment justifier pourquoi est-ce que je veux le faire auprès d'un comité éthique. Alors ma réponse, des fois, ça a été de leur dire, mais regardez ce qu'on a fait pendant la pandémie. En Espagne, on a isolé des enfants pendant 6 semaines, enfermés chez eux. Et la raison pour laquelle moi, je veux isoler des souris, c'est justement pour étudier ça. C'est pour étudier quel est l'effet si on... donc les souris, on les sépare de leur mère à 3 semaines. Et si, quand les souris sont jeunes, donc si on les sépare de leur mère à 3 semaines et qu'on les met pas avec d'autres souris, mais qu'on les met toutes seules, après, rien que pendant 1 semaine ou 2, pendant tout le reste de leur vie, elles vont avoir des problèmes d'interaction sociale. Elles vont être moins attirées par les autres et tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'étudier l'effet de ce qui s'appelle Early Life Social Isolation, l'isolation au début de la vie, comment ça influence au long terme les interactions sociales, parce que pendant la pandémie, beaucoup d'enfants, surtout des jeunes en fait, parce qu'on a laissé des adultes sortir, on a laissé les gens qui avaient des chiens à promener sortir, mais en fait les enfants ils ont été très isolés, ils n'ont pas pu aller à l'école aussi pendant longtemps, et maintenant on le voit, il y a plein d'études de psychologie qui sont sorties maintenant, qui montrent l'impact de la pandémie sur les enfants qui ont grandi, beaucoup de gens qui étaient censés aller à la fac aussi, des jeunes qui étaient pas si jeunes que ça, mais c'était au moment de la fac, ils n'ont pas pu aller à la fac peut-être pendant 1 an ou 2, où ils y allaient mais à travers d'un écran,
Et en fait, ils ont des problèmes c'est pas tous, hein, bien sûr, mais beaucoup ont des problèmes de santé mentale. Beaucoup sont plus refermés sur eux-mêmes. Alors déjà qu'il y avait un problème parce que c'était plus facile d'interagir avec des écrans que avec des gens pour certains. En fait, on a quasiment forcé les gens à interagir que via les écrans pendant les 2-3 ans qu'on durait la pandémie. Tout ça, ça va avoir un impact. Et on est en train de le voir maintenant, l'impact aussi. Et l'impact le plus fort, c'est sur les enfants et les adolescents, parce que tout n'est pas formé en fait à cet âge-là. Et donc, c'est assez compliqué. Et donc, pour revenir au cas concret de ma recherche, ce que je veux voir, c'est si on isole les souris à un âge très jeune, est-ce qu'il y a un problème de maturation dans le cortex préfrontal des circuits neuronaux alors c'est un circuit neuronal qui supprime l'interaction avec les souris familières. Et donc, ce que je vais démontrer, moi, c'est donc pour qu'on préfère la nouveauté, il y a 2 possibilités. L'une, c'est qu'il y a un mécanisme qui nous fait passer plus de temps avec la personne nouvelle, mais il y a aussi la possibilité qu'il y a un mécanisme qui nous fait passer moins de temps avec la personne familière. Et donc, ces 2 choses-là, moi, j'ai démontré, tout le monde savait que le premier mécanisme existait. Moi, mon travail, ça a été démontré qu'il y avait aussi un deuxième mécanisme qui supprimait l'interaction avec les souris familières. Et en fait, ce circuit-là qui supprime l'interaction avec les souris familières, normalement, il mature pendant les 3-4 premières semaines de la vie de la souris. Ce qui permet que la souris, quand elle est très jeune, elle va toujours avec ses frères et sœurs qu'elle connaît très bien. Et au bout de 3-4 semaines, sa préférence change vers la nouveauté. Ce qui est bien parce qu'au bout de 3-4 semaines, elle est formée, elle peut marcher, elle peut découvrir le monde aussi. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui nous permette qui nous empêche de passer tout notre temps avec les gens qu'on connaît. C'est ce qu'on voit un peu sur les petits enfants qu'on amène à l'école quand ils sont tout petits. Ils pleurent, ils sont stressés, ils n'ont pas envie de quitter leurs parents. Normalement, c'est quelque chose qui prend fin. Mais il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome d'attachement parental qui fait que des gens, des adultes, des jeunes adultes de 18 ans refusent encore de quitter leur maison, ils vivent en reclus en fait et ça leur cause une angoisse extrême de se séparer des gens qu'ils connaissent. Et ben je pense que ces gens-là, peut-être qu'ils ont un problème de maturation du circuit que j'ai étudié et peut-être que les enfants qui ont subi des périodes d'isolation forcée pendant la pandémie, ils souffrent aussi un petit peu de ça. Donc si on pouvait déjà comprendre quel est leur problème et éventuellement peut-être les aider d'une façon ou d'une autre aussi, ça serait très intéressant et je pense que c'est quelque chose en tout cas moi c'est quelque chose qui me fascine et c'est une des choses que j'étudie en ce moment. Donc un peu si on résume tout ce qu'on avait dit, et je pense que on vit mais un peu dans une époque où ton outlook, comment tu te représentes, joue de temps en temps plus le rôle de qu'est-ce que tu penses. Et ça, c'est souvent aussi dans les générations d'adolescents ou bien même les adultes qui essaient de copier, je sais pas, des lèvres de Barbie ou tout le monde l'aime ça. Tu sais, dans la même direction, on va dire. Qu'est-ce que tu penses? Donc, on peut quand même peut-être mélanger un peu tout ce qu'on sait déjà de base des générations d'auparavant. Par exemple, nos pères, ils étaient en train de jouer dans le jardin avec plusieurs générations, plusieurs résidences ensemble. Et aujourd'hui, les gens, ils font plus ça. Donc, les enfants, ils jouent chacun sur son téléphone et même dans son immeuble. Et séparément, tout ça, ça se passe séparément. Donc, je pense que tes expériences, on va dire, sous les souris, qui imitent aussi les comportements humains, je pense que c'est très intéressant et on voit aussi le lien direct, même si on pense qu'on est un peu plus développé et que on a en fait plus de connaissances sur tout, sur la vie ou je ne sais pas si sur les sciences, mais en fin du compte, qu'est-ce que tu peux en fait conseiller à la nouvelle génération? Juste pour terminer un peu ça, si tu parles de comportements sociaux, de style de vie ou bien isolement, comme tu dis, avec l'ordinateur, au début, ça paraît que tu n'es pas isolé parce que tu joues à gaming, tout ça, mais à la fin, tu perds un peu cette connaissance de parler avec les gens.
Alors oui, il y a du bon et du mauvais. C'est vrai que l'ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, c'est des outils. Ça dépend ce qu'on en fait aussi. Je pense que ma génération, on a été les premiers, on était à cheval entre les deux. C'est-à-dire que quand j'étais petit, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Je suis dans les années 90, je veux dire. On jouait encore dehors, mais avec nos amis, et on avait beaucoup d'interactions sociales, des vraies interactions sociales, mais on a vu arriver l'ordinateur et compagnie, l'Internet à la maison. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé à aller sur... en fait, j'ai fait un échange aux États-Unis et j'étais devenu très ami avec beaucoup de gens et on se retrouvait souvent sur AIM, AOL Instant Messenger, qui était une première messagerie qui existait à l'époque aussi. Et en fait, on interagissait. C'est ça qui m'a permis d'apprendre l'anglais, en fait, aussi. C'était en parlant comme ça avec mes amis aux États-Unis via chat, les premiers chats qui existaient aussi. Donc, et beaucoup de ces amis-là, certains sont toujours mes amis et je continue à les voir aussi à l'heure actuelle aussi. Donc ça m'a apporté une richesse et de nouvelles interactions sociales. Le problème, c'est quand ça remplace complètement les vraies interactions sociales. Il y a eu beaucoup de discussions dans les communautés scientifiques de savoir, surtout parce que pendant la pandémie, on a dû tout faire en ligne. Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup, après la pandémie, des gens disaient, est-ce que ça vaut le coup vraiment de prendre l'avion et abîmer la planète pour qu'on se retrouve pour faire des meetings? Et ben oui, en fait, pas systématiquement, moins peut-être qu'avant, parce que ça a un coût, tout ça, pour la planète et financier. Mais moi, je suis encore un grand défenseur des vrais meetings en personne, parce que c'est pas pareil de voir quelqu'un comme toi et moi, on est en face de l'un de l'autre, qu'à travers un écran. On ne sait pas pourquoi exactement, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi à étudier. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de richesse quand on voit vraiment la personne en face de nous? Mais ouais, moi, par exemple, à chaque fois que j'ai dû faire un entretien où c'était moi en ligne et face à une salle de gens, un panel de 15-10 personnes autour d'une table, j'ai très mal réussi l'entretien parce que si je ne peux pas voir la tête de la personne pour voir comment est-ce qu'elle répond à ce que je lui dis, j'ai vachement de mal en fait. J'arrive pas à interagir bien comme ça avec la personne. Donc c'est important d'avoir les deux. Je sais pas si c'est vraiment des conseils à donner. Moi personnellement, en tant que parent de jeunes filles, je veux pas, ou même si c'était des jeunes garçons, hein, je veux pas que je vais limiter vraiment leur accès aux réseaux sociaux jusqu'à au moins 15-16 ans. J'ai rien contre qu'elles aient un téléphone portable pour m'appeler ou pour appeler leurs amis. Par contre, je veux pas qu'elles aient un smartphone pour aller sur les réseaux sociaux toutes seules à 3 heures du matin dans leur chambre, parce que là, c'est la porte ouverte à des choses très dangereuses. On contrôle. Je sais que c'est très mauvais pour elles aussi. Peut-être elles vont me détester aussi. De toute façon, des écrans, des réseaux sociaux, elles vont en voir aussi parce que leurs copines, parce que l'école et compagnie. Donc là, elles ont 5 et 8 ans. Elles savent déjà ce que c'est YouTube, elles savent déjà ce que c'est TikTok et compagnie. Mais je pense que c'est pas, si elles regardent un TikTok avec leurs copines pour apprendre telle et telle danse, je pense que ça, c'est pas mauvais. Je pense même que c'est bien parce qu'elles utilisent la plateforme pour s'inspirer et faire une activité de groupe entre amis. Par contre, passer toutes ces nuits en solitaire à s'user les yeux sur son téléphone de façon addictive, à regarder, soit à être obsédé par regarder les comptes des autres, soit à s'obséder à regarder les commentaires des autres sur son propre post. Ça, par contre, pour le coup, c'est très néfaste aussi et c'est quelque chose dont je veux les protéger le plus tard possible. Sachant que on peut pas non plus toujours les protéger et à un moment il faut aussi leur faire confiance et leur expliquer les dangers du cyberbullying, les dangers de pas s'exposer non plus quand tout nu sur l'écran, tout nu sur l'écran, des choses comme ça aussi. Ouais. Surtout quand on met quelque chose en ligne, ça va rester en ligne. Si on envoie une photo de soi dévêtue à son petit copain, potentiellement il peut en faire ce qu'il a envie. Enfin toutes ces choses-là. C'est plus compliqué pour les jeunes maintenant, clairement, de se construire socialement que ça l'était quand moi j'étais jeune aussi. Parce que quand moi j'étais jeune, le seul interaction il fallait juste qu'on ait des bonnes interactions sociales avec les gens de notre classe et les gens du club de sport ou des choses comme ça. C'était un cercle qui était beaucoup plus restreint. Maintenant, le cercle s'est
beaucoup agrandi potentiellement. Ça peut être très bien si elles veulent, je sais pas moi, avoir des interactions quand même avec leurs cousins, cousines qui habitent en France, avec des amis qu'elles ont rencontrés mais qui habitent plus là où elles habitent aussi. Pour maintenir le contact, c'est bien. Par contre, on sait que ça ne suffit pas. Et que les vraies interactions physiques entre les gens sont plus importantes. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui peuvent avoir une tendance au repli. C'est confortable au final d'interagir avec les gens à travers des écrans parce qu'on a l'impression de contrôler les choses. Quand on n'a plus envie de le faire, on éteint, on appuie sur le bouton éteindre. On n'est peut-être pas obligé d'être bien habillé ou d'être, enfin voilà, toutes choses là. Ça, je vois bien l'attrait, hein, et tous les adultes aussi, on le ressent aussi cet attrait-là, et on le fait dans une certaine mesure. Mais il faut se rendre compte que sur des enfants qui sont pas complètement développés, et quand je dis enfants, le cortex préfrontal de l'humain se développe pas complètement jusqu'à 25 ans. Donc c'est des enfants et aussi des jeunes adultes, ils sont potentiellement beaucoup plus exposés à ce genre de choses-là, et à mon avis, faut les protéger. Et c'est ce qu'on voit maintenant il y a beaucoup de politiques au niveau national ou au niveau européen qui sont mis en place pour protéger les enfants. Je me demande si en Espagne, ils veulent pas faire passer une loi là en ce moment sur interdire les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. Je pense que c'est passé déjà en Norvège, non? C'est passé en Norvège. Je crois que c'est passé au niveau européen, et que du coup, vu que c'est passé au niveau européen, maintenant chaque pays peut aussi faire au moins chaque pays est en train d'en discuter, de mettre des limites strictes sur que ce soit pas juste des parents qui régulent le truc, mais on sait que c'est tellement mauvais pour notre société qu'en fait ils sont en train de réfléchir à l'interdire purement et simplement avant un certain âge aussi, quoi. Bon, c'est des discussions de société, et c'est des questions de choix aussi après, mais clairement faut faire attention. Oui, il faut se protéger, et en tout cas 3 fois réfléchir qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Et je pense que chaque enfant est différent aussi. Il faut un peu juger. Faut un peu voir son enfant et connaître son enfant, et il y a des enfants qui seront plus sensibles que d'autres, et du coup faut faire un peu attention quand même. Oui, si tu es plus fragile, alors il y a d'autres gens qui peuvent te manipuler plus vite. Bon, merci beaucoup Félix, c'était un plaisir comme toujours de parler avec toi. Et alors, pour les gens qui nous voient, si quelqu'un qui veut participer à l'interview de Medica Secure, s'il vous plaît, écrivez-nous sur le contact medicasecure.com.